Pierre-Henri qui est directeur de recherche au CNRS, philosophe et psychanalyste. Pour ta communication, la psychanalyse et son histoire comparée comme objet thématique d'une sociologie de la connaissance dans les sociétés individualistes sur quelques perspectives ouvertes par Alain Ehrenberg. Je te laisse la parole. Merci. Donc, ce n'est pas un colloque d'hommage, mais je voudrais en saisir l'opportunité pour exprimer ma gratitude à Alain, que je connais depuis maintenant pas mal d'années. Gratitude personnelle, gratitude amicale, mais aussi gratitude intellectuelle. Et je vais essayer de préciser, au fond, ce qu'on peut devoir à Alain quand on vient non pas du champ des sciences sociales, mais de la philosophie de l'esprit et des réflexions sur ce qu'on appelle la philosophie sociale de l'esprit. C'est que je crois que la façon dont il a reconstruit en sociologue l'intrication des catégories du mental et du social ouvre un champ de possibles pour la réflexion proprement philosophique, qui est uniquement, très partiellement exploré par les philosophes et qui porte non pas sur les catégories, au sens où Durkheim, par exemple, peut penser à cette notion-là, mais vraiment sur les concepts que nous avons de l'esprit et de la socialité de l'esprit. Et que l'apport qui est le sien, c'est d'avoir ouvert la perspective notamment quand on fait de la philosophie de l'esprit et qu'on lit des auteurs du courant pragmatiste, de Wittgenstein, de Quine, etc., de la philosophie analytique de l'esprit, d'avoir ouvert la perspective qu'éventuellement on pourrait examiner la genèse réelle de ces concepts. Autrement dit, non seulement leur émergence dans la discursivité commune, discursivité elle-même plongée dans un environnement social hautement déterminé par des structures sociales, par des états de l'histoire, par des convulsions politiques à des moments ou à des autres, mais bien encore au-delà des simples catégories qui pourraient émerger, des grands thèmes ou des grandes notions, véritablement des concepts au sens où ils jouent un rôle dans les argumentations des savants et des experts. La différence entre un concept et un mot de la langue ordinaire, c'est qu'un concept figurant dans un énoncé rend cet énoncé vrai ou faux, et que ce n'est pas en soi une propriété verbale magique, c'est vraiment dans le cadre d'une sémantique, de la vérité, de la référence, etc., que des catégories, des termes du langage ordinaire peuvent acquérir ainsi une valeur conceptuelle. Et ça, c'est très important parce que ça nous décrit ce qui fait que ces concepts ont une prise sur et dans la vie des gens, qu'ils s'institutionnalisent et parfois qu'ils se politisent d'une manière plus ou moins dramatique et qu'il peut y avoir, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une petite polémique entre gens qui ne s'aiment pas, de véritables débats dramatiques sur ce que c'est que l'intentionnalité, le soi, une action ou pas une action, une responsabilité, une autorité, etc. Et qu'il ne s'agit pas du tout d'aller s'imaginer qu'il s'agit de querelles de mots localisé dans un espace purement philosophique, mais que la querelle philosophique traduit et exprime des tensions fondamentales de la vie sociale, et notamment de la vie sociale moderne. Et donc, le sens de ce qui est très intéressant, c'est que l'apport d'Alain pour le philosophe, c'est que, me semble-t-il, le sens des concepts, de concepts qui sont très souvent naturalisés, qu'on essaie de rendre scientifiques en les naturalisant, ou bien qui sont traités comme de quasi-constantes métaphysiques, le soi, l'intentionnalité, l'agir, etc., eh bien, sont, grâce à ce qu'il nous propose, rapportés à un fond concret, empirique, de processus sociaux qui expliquent pourquoi ces concepts deviennent des enjeux dans des controverses majeures. Or, je crois que ceci est, pour le philosophe de l'esprit, une leçon exemplaire, pour le philosophe en tout cas de l'esprit, plutôt de la tendance esprit social,
Parce que, en cela, ce qui me frappe chez Alain, et qui d'ailleurs a permis une collaboration très fructueuse, c'est que ça n'implique aucunement la dissolution de la teneur conceptuelle des catégories qu'on est en train d'utiliser. Ça n'explique absolument pas de réduire ces catégories conceptuelles à une simple idéologie ou, si vous voulez, à l'écume rationalisée de simples catégories sociales qui n'auraient de fonction que dans une stratégie de domination, où on irait juste expliquer, voilà, c'est le bavardage naturaliste, contemporain, pour légitimer la domination ou des choses de genre. Pas du tout. C'est qu'au contraire, il y a, dans la démarche d'Alain, quelque chose qui intéresse le philosophe, en ce que, chez lui, les normes de raison, les normes sociales ne sont pas construites de manière oppositive. Et que, c'est pas comme dit Lionel Ster, n'est-ce pas ? Si c'est une norme sociale, ça ne peut pas être une norme rationnelle, et si c'est une norme rationnelle, ça ne peut pas être une norme sociale. C'est exactement l'opposé. C'est qu'on est obligé de trouver dans les raisons d'agir quelque chose qui intéresse véritablement l'activité conceptualisante et la raison. Et alors, ce qui est peu intuitif et qui est fait pour provoquer un déplacement troublant pour celui qui s'est intéressé à ces questions-là en venant, disons, d'une réflexion sur le cas particulier de la maladie mentale, c'est qu'en fait, ce déplacement et l'ouverture de ce nouvel espace de possible est passé par une interrogation sur la maladie mentale. Et mon exposé, dont le titre ne se justifiera qu'à l'extrême fin, mon exposé consiste à se demander que si c'est bien ce déplacement-là qui est intéressant pour le philosophe de l'esprit qu'on peut trouver dans le travail d'Alain, comment est-ce que je le comprends et comment identifier en quelque sorte les gonds sur lesquels tourne la porte qu'il nous ouvre et qui renouvelle peut-être une certaine manière de faire de la philosophie de l'esprit ou de la philosophie de l'esprit social. Parce que même s'il existe aujourd'hui une philosophie de la psychopathologie, qui elle-même s'est trouvée depuis une vingtaine d'années créer tout un nouveau champ d'enquête avec des institutions nouvelles, des revues, des sociétés internationales assez différentes au fond de la vieille critique épistémologique et historique de la psychiatrie et des savoirs psy. Cette philosophie de la psychopathologie s'appuie massivement sur une version hors sol, hors sol, c'est-à-dire hors social, hors histoire, de la philosophie analytique de l'esprit, et qu'elle est du coup, même quand elle essaie de prendre ses distances par rapport à des motifs explicitement naturalisants, néocognitivistes, empruntés au prestige et à l'autorité des neurosciences cognitives contemporaines, même quand elle essaie de s'en distancier, elle reste prise dans quelque chose qui est une référence au social, qui est quand même, si j'ose dire, un social de papier, un social de philosophe, qui n'a pas, je crois, absorbé la substantifique moelle de ce que peut fournir l'enquête sociologique empirique, l'enquête anthropologique comparative dans son matériau. Alors, deuxième point de mon exposé, je voudrais relever quelques points, pas forcément tous, qui, en préliminaire à l'explication de mon titre, et pas forcément dans un ordre hiérarchique, parce qu'à mon avis, tout se tient dans les choses que je vais maintenant dire. Tout se tient parce que c'est une approche holiste, qui est l'approche d'Alain, qui ont, je crois, sont les gonds sur lesquels tourne pour le philosophe son apport. La première chose, c'est que Alain a, à la fois par son travail et par les enquêtes qu'il a soutenues et par les gens qu'il nous a fait connaître dans son séminaire, qu'il a invité, etc., il a, je crois, fermement établi que les revendications soient naturalisantes de l'esprit-cerveau, soit transcendantes, n'est-ce pas, le sujet parlant, des choses comme ça, d'universalité dans les savoirs psy, ne résistent pas à la contextualisation sociologique, et que
que quand on compare l'usage de ces notions dans des environnements nationaux, des traditions historiques, etc., bien précises, en France, aux États-Unis, au Japon, au Chili, etc., de comment émergent des pratiques thérapeutiques, comment sont définies, ce dont il s'agit avec la dépression, avec tel et tel trouble, etc., on voit des dynamiques extrêmement hétérogènes se développer et que l'hétérogénéité relative est non seulement en fonction de morphologies sociales très différentes, mais aussi d'états singuliers de la division du travail, des degrés de politisation de la prise en charge des malades mentaux, des crises qui ont été traversées là-dedans, et des attentes normatives des acteurs, autant d'ailleurs des médecins que des patients eux-mêmes, que de leurs familles, en fonction d'ailleurs des formes des familles, etc. Et qu'on a une pluralité extraordinaire, que derrière le vocable dépression, par exemple, on a une pluralité sidérante de genèse, etc. Et que, en fin de compte, on a même l'impression que le discours naturalisant ou le discours métaphysique sur la dépression, etc., ne sert que de plus petit commun dénominateur possible à pouvoir parler un langage qui, en réalité, dans les pratiques sociales et dans la concrétude des expériences, est extraordinairement varié et différencié, et dont les paramètres sont à trouver du côté de la sociologie. Une des choses moi, qui m'a le plus frappé, c'est que du coup, pour prendre un domaine que j'ai un peu exploré, qui est celui de la psychanalyse, dans les travaux d'Alain, on voit très bien qu'il n'existe pas du tout comme une vraie psychanalyse française, n'est-ce pas, au hasard, hein, je parle de la psychanalyse française, face au scandaleux dévoiement idéologique et pathétique, n'est-ce pas, de la psychanalyse américaine, etc. Il existe des appropriations du freudisme à l'intérieur de contextes et d'idéaux de l'autonomie qui sont tout à fait différents, tout à fait distincts, historiquement et socialement distincts, si bien que même quand vous trouvez les mêmes mots et les mêmes catégories employées, non seulement leur usage social, mais leur portée conceptuelle, et je pourrais presque porter à la limite, presque à portée des quantificateurs, que leur portée est absolument incompréhensible en dehors de la description méticuleuse du type de pratique sociale, d'institutionnalisation, d'héritage et d'enjeu dans lequel ces mêmes mots qu'on croit traduire comme ça parce qu'ils se ressemblent, en réalité ont des acceptions extraordinairement différentes. Et entre la France et les États-Unis, c'est tout à fait fascinant. Et non seulement pour la psychanalyse, mais de même, on en parlait là, pour l'évolution de la psychiatrie. Cette psychiatrie qui, un peu dans le monde entier, aujourd'hui, est en train doucement de se transformer en une médecine neuroscientifique, avec cette espèce de doublure sociale qui l'accompagne comme son ombre et qui est en quelque sorte sa mauvaise conscience ou sa bonne conscience, qui est le recovery, par exemple. Cette espèce d'accouplement mystérieux entre médecine neuroscientifique et recovery, parce qu'il faut quand même rendre les individus capables, et que donc ça se distribue sur ces deux versants, eh bien on est médusé dans les enquêtes empiriques qu'a fait Alain et dans celles qu'il a favorisées, et dont beaucoup de gens ici ont été les instigateurs et des gens, de voir que l'empowerment, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose ici et là, et parfois dans des pays extrêmement proches, comme par exemple la France et la Belgique, et que ce n'est pas du tout les mêmes types d'institutions qui vont être mobilisées, le même type d'effet sur les personnes, le même type de réponse des pouvoirs publics, d'encadrement juridique, etc., alors que tout le monde a l'impression de parler un espèce de langage comme ça, qui serait celui de l'empowerment en général. On ne politise pas la même chose en France, aux États-Unis, en Belgique, et que si on n'a pas cette approche de la description intime des pratiques et des manières dont les gens les mettent en œuvre. Si on n'a pas cet horizon de conscience sociologique de l'usage des concepts, c'est la teneur conceptuelle elle-même de ces notions qui nous échappe, et je crois nous échappe complètement, et nous prive même paradoxalement des moyens de politiser correctement ce qui pourrait l'être. Donc ça, c'est le premier point, je crois, qui est vraiment tout à fait saisissant, d'avoir ramené ce qui est la conceptualité philosophique à quelque chose qui est, comme parfois, le plus petit commun dénominateur commun entre des pratiques qui, dans les faits, sont très, très différentes. La deuxième chose
troublante et je crois très importante pour comprendre l'importance des maladies mentales et de l'analyse sociologique des maladies mentales. C'est que dans le travail d'Alain, il y a, me semble-t-il, la réhabilitation de quelque chose qui, dans les philosophies de l'esprit et de l'action contemporaine, passe systématiquement à l'as. C'est tout simplement le couple action-passion. Et qu'il y a chez Alain une prise en considération d'un phénomène qui est le mot de passion existe quasiment plus dans la philosophie de l'action contemporaine, c'est de dire que agir réellement, agir vraiment pour de bon, agir concrètement, c'est toujours en même temps subir, et donc s'exposer à des possibilités d'être affecté et de souffrir à l'intérieur de son action. Pour penser cela, il faut évidemment mettre de côté le paradigme largement dominant de la philosophie de l'action contemporaine qui s'est intéressé presque centralement au cas de la théorie de la décision, du choix rationnel, à des expériences de psychologie économique expérimentale depuis Davidson, ou bien qui traite l'action dans le cadre de stratégies d'analyse néo-évolutionnaire, de l'adaptation des organismes à leur milieu, de coopération avec les conspécifiques dans un environnement déterminé, et où, en fait, si vous adaptez pas, vous disparaissez, vous mourrez. Les possibilités à la fois de passion et d'échec qui sont pris dans le champ de l'action humaine sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus larges que ceux qui sont retenus par l'approche de la théorie de l'action, dans la théorie du choix rationnel, ou dans les théories philosophiques qui sont dérivées des réflexions sur ces méthodologies-là, ou dans le néo-évolutionnisme contemporain. Alors, cette action, bien sûr, c'est une action qui, chez Alain, est toujours une action qui est soumise à une compréhension normative. Pas au sens de ce qu'on doit faire, parce que ce serait trop éthique, mais au sens de ce qui est attendu de nous. C'est-à-dire qu'en fait, les actions sont toujours à penser en fonction de ce qui est attendu de nous comme action dans une perspective des autorités morales auxquelles nous nous référons lorsque nous devons agir pour nous occuper de nos enfants quand ils vont pas bien, pour nous occuper de nos concitoyens, etc., etc. Et donc, toujours dans un certain contexte social où il est totalement impossible de faire l'impasse quand on décrit une action sur le statut des individus, le statut social des individus, sur ce qu'ils se doivent les uns les autres en fonction des positions qu'ils occupent, etc. Et donc de décrire qu'une action n'a de sens qu'à l'intérieur de gens qui ont un statut, au minimum, et un environnement qui est tout à fait distinct donc d'une théorie de l'action centrée sur la simple description d'un geste ou d'une décision isolée et suspendue dans un contexte expérimental. Du coup, on n'agit jamais seul, puisqu'il faut qu'il y ait des statuts, il faut qu'il y ait des reconnaissances réciproques de ces statuts. Si c'est normatif, c'est qu'on est plusieurs et qu'on tient compte les uns les autres des normes. Ça implique qu'il y ait des régimes sociaux d'action, que ces régimes sociaux d'action se transforment socialement et historiquement. C'est évidemment pas la même chose une société capitaliste contemporaine et une société traditionnelle en Afrique de l'Ouest, comme l'exemple des Ortigues, qui est central dans la compréhension du travail d'Alain, nous le rappelle. Et puis aussi parce que à partir du moment où c'est normatif, il y a un horizon d'indétermination fondamentale dans l'action. Cet horizon, il n'y a pas d'action s'il n'y a pas quelque chose où on puisse agir, sur quoi on puisse agir, sur quoi on puisse échouer à agir, et ce sur quoi on puisse compter qu'une action est un succès qui a plus ou moins de valeur parce que c'était plus ou moins difficile de réussir tel type d'action. Et donc, ce que Alain, je crois, a apporté, me semble apporter qui ouvre des fenêtres très importantes pour réévaluer le champ à l'intérieur duquel la philosophie de l'action, la philosophie sociale de l'esprit pourrait prendre son sens, c'est qu'il a mis au premier plan les cas de l'infortune, les cas du malheur et la façon dont les sociétés construisent des catégories et des stratégies d'action et infléchissent leur régime d'action pour faire face à l'infortune, au malheur, voire au mal. Et pour ça, ça implique qu'il y ait à l'intérieur de l'action une reconnaissance de la passivité de l'action, de ce à quoi l'action s'expose en matière d'échec, de ce qui, dans le contrôle, le guidage de l'action, dans l'évaluation de ses effets, c'est-à-dire dans la philosophie concrète de l'intention en marche, de l'intention en action, s'expose à toutes sortes d'accidents, d'échecs, d'impasses, etc., qui, au lieu d'être pensés comme, vous voyez,
des cas qui, comme ils ne coïncident pas à la norme, peuvent être laissés de côté par le philosophe, seraient au contraire remis au centre du dispositif. Alors, ça n'est pas quelque chose de totalement ignoré en philosophie, pas du tout. Il y a deux noms qui viennent tout de suite à l'esprit. Il y a bien sûr Hegel, pour qui cette dimension de la passion dans l'action et de son inscription collective est centrale. Et puis il y a Nietzsche. Mais sauf que chez Hegel, c'est vraiment fondamentalement centré sur la question de la philosophie politique. Et chez Nietzsche, c'est fondamentalement centré sur la question de la critique de la culture. Ce qui n'a jamais été fait, et ce qui est une perspective qu'ouvre le travail d'Alain, c'est pas de se contenter de le rapporter comme classiquement à la philosophie politique ou à la critique de la culture, mais peut-être au développement historique et social dans la modernité de cette espèce de science bizarre que ce qu'est la science sociale, qui émerge dans la modernité. Après, je crois, on pourrait dire Hegel et Nietzsche, et qui fournit un degré de réflexivité spécifique dont la philosophie de l'esprit et la philosophie de l'action ne s'est peut-être pas entièrement saisie. Autrement dit, c'est cette phase passive de l'agir qui rend soudain capital dans l'appréciation sociale de l'action l'infortune, le malheur, l'échec à satisfaire ce qui est attendu, et qui ne sont plus du coup, si on suit Alain, de simples contingences de l'action privée. Ah ben oui, c'est un malade, ce sont des fous. Ce sont des fous. Non, pas du tout. Toute la société peut être envisagée comme se saisissant et se mobilisant avec des institutions, des catégories, des appareils symboliques et scientifiques, pour agir et pour trouver des manières de remédier à l'action empêchée, et pour agir sur ce qui empêche d'agir, pour continuer malgré tout cette chose qui est une exigence normative, qui est l'autonomisation, la capacitation, je ne sais pas si on pourrait dire ça, la capacitation des individus, qui est la tendance fondamentale donc, de cette modernité, en visant parfois ce qui, à l'intérieur même, concrètement, de ce que l'on appelle philosophiquement l'intentionnalité de l'agir, la construction du soi, l'identité personnelle, et sur lequel on peut avoir des considérations analytiques très pures, montrer comment concrètement, ces choses-là ont été prises dans des pratiques, des institutions tout à fait déterminées. Or, bien évidemment, plus on fait ça, plus on s'aperçoit que la passivité ou la résistance propre à l'agir ne peut pas être décrite en général. On est obligé de la situer socio-historiquement, de la faire dépendre du régime particulier d'action d'une société déterminée, par exemple des formes de la division du travail, de la normativité qui est en vigueur et des configurations politiques qui sont en jeu. Et donc, je crois que cela modifie, radicalement le sens du souffrir, du subir. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une approche des maladies mentales comme étant un objet bien constitué sur lequel on va réfléchir pour savoir si ce que le psychiatre dit est vrai ou faux, généralisable ou pas, faire une épistémologie de ce genre-là, on considère tout simplement que ne sont considérés comme des maladies mentales que des phénomènes qui ne peuvent émerger qu'à l'intérieur de certains types de sociétés qui se heurtent à des résistances majeures, des obstacles internes aux régimes d'action, et qu'elles vont appeler schizophrénie, dépression, etc. Pas du tout parce qu'elles s'illusionnent, parce qu'elles produiraient un faux savoir, mais parce que justement, au contraire, ces catégories, dépression et schizophrénie, ont tout leur poids et tout leur sens à l'intérieur des drames qui se posent dans des sociétés qui sont confrontées à des attentes normatives où les individus doivent être capables de faire ceci plutôt que de faire cela et de s'y prendre de telle et telle manière pour le faire plutôt que de s'y prendre autrement. Alors, ça m'en conduit au troisième point, c'est que la sociologie de la santé mentale, que Alain a contribué de façon, je crois, majeure à institutionnaliser, et pas juste en France. Je crois qu'il faut se méfier de ce terme. Parce qu'effectivement, on pourrait dire que matériellement, la sociologie de la santé mentale, c'est un cas particulier de la sociologie de la santé. Mais je crois que si c'est bien le cas matériellement, formellement, ce qui s'appelle sociologie de la santé mentale, pour les deux raisons que je viens de dire chez Alain, formellement, c'est tout à fait autre chose. C'est totalement transversal
et cela relève de la sociologie de la connaissance. Les conséquences les plus profondes des travaux d'Alain ne sont pas dans la sociologie de la santé sous-section santé mentale. Elles sont dans le type de sociologie de la connaissance et d'élucidation de la réflexivité singulière aux sociétés modernes que permet son travail. Parce que la maladie mentale, la souffrance psychique, les empêchements à agir et agir concrètement en société ne sont plus un objet parmi d'autres, n'est-ce pas, si on suit la logique de l'action-passion et de ses échecs. Et ce n'est pas non plus, je dirais, une épreuve de l'individu parmi les autres épreuves qu'il peut rencontrer. Les analyses d'Alain font émerger une réflexivité pratique collective qui est transversale et qui porte sur l'analyse et la réflexion sur les empêchements et les difficultés de l'agir social, en général, et sur la manière dont des catégories sont socialement produites pour tenir compte de ces empêchements, de ces paralysies de l'agir, au cœur des processus sociaux qui produisent des individus, qui produisent des personnes qui produisent la société, qui produisent la personne, qui produisent la société. Dans ce cercle-là, il y a des empêchements spécifiques. Et la sociologie de la maladie mentale, la sociologie de la santé mentale, de ce point de vue, éclaire les lieux les plus problématiques de la réflexivité collective, lorsque ce qu'il faut éclairer, c'est ce qui se passe quand certains d'entre nous ne parlent pas, agissent d'une façon dangereuse, se font du mal à eux-mêmes, disent des choses totalement incompréhensibles et qui posent néanmoins le problème, c'est qu'il va falloir s'en occuper parce que cela reste des êtres humains, des concitoyens, etc., etc. Et que par exemple, on ne peut pas les faire travailler, leur permettre de mener une vie de famille, de vivre dans ces espèces d'objets étranges qu'ont inventé les sociétés modernes qui s'appellent des appartements, censés vivre seul, vieux, etc., et autonome, n'est-ce pas ? Tout un programme réjouissant. Et autre chose qui sont des impasses gravissimes de la prise en charge des malades mentaux, des enfants, des familles, etc., etc. Et donc de faire sentir anthropologiquement comment on fabrique des catégories là réflexives qui sont au cœur de la vie, de notre vie sociale. Et donc, bien au-delà de ce qui est la critique habituelle de la médicalisation de la souffrance psychique, je crois que l'œuvre d'Alain apporte un enrichissement significatif à cette dimension fondamentale de la sociologie, qui est une sociologie de la connaissance dans les sociétés individualistes. Bon. Et je dirais même que du coup, elle permet, je crois, à la science sociale d'aller jusqu'au bout de la réabsorption complète de ce qu'on appelait au XIXe siècle les sciences morales. C'est-à-dire où effectivement ce dont il s'agit, c'est de la production des personnes, ou en remettant les personnes au cœur des choses, la personne étant un concept fondamentalement social, et non quelque chose qu'on puisse opposer ou mettre en conflit avec la société. Et donc derrière, philosophiquement, ce qui est tout à fait interrogatif dans l'œuvre d'Alain, c'est que derrière la description de ces idiomes de détresse modernes, que serait par exemple, même si idiome de détresse ne se trouve pas à ma connaissance dans pas le vocabulaire qu'emploie Alain, ces idiomes de détresse que sont la dépression, le traumatisme ou des choses comme ça, nous avons une grammaire des actions qui remédie au raté de l'action dans les sociétés modernes. J'en viens à mon titre. C'est que si Alain a je crois, fourni, consacré beaucoup de travaux à la psychanalyse et au comparatisme sur la psychanalyse, je crois que ce qu'on lui doit, enfin moi en tout cas ce que je lui dois et ce pourquoi j'essaie de plaider, c'est qu'il a sorti la discussion sur la psychanalyse d'une impasse philosophique très ancienne qui justement consiste simplement à réduire le discours à la critique épistémologique de la psychanalyse pour en faire classiquement l'épouvantail convenu de la pseudo-science. Bon. À partir du moment où on s'intéresse de cette manière-là au savoir psy, à leur émergence à l'intérieur du fait qu'il y a des problèmes avec des gens, avec des enfants qui ne parlent pas,
avec des enfants qui réagissent de manière complètement stupéfiante aux stimuli auxquels nous sommes habitués. Voilà. L'enfant autiste qui trempe sa main dans l'eau bouillante et dont le visage ne bouge pas. Et puis si on lui montre un triangle bleu, il pousse des hurlements de douleur. Un triangle bleu. Le triangle est rouge, ça laisse tranquille. On lui montre un triangle bleu, il se met à hurler de douleur. Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose de si étrange, hein, qui donne l'impression que la forme de vie même qu'on est censé partager, quelque part, devient entamée. Bon. Eh bien, comme il y a des problèmes comme ça qui se posent, l'émergence et la stabilisation à travers toutes sortes de controverses intra- et extra-psychanalytiques des concepts psychanalytiques pourraient être pensées de façon différentielle en fonction de l'évolution des crises que traversent dans les sociétés modernes, des contradictions, des convulsions même, hein, des processus d'individualisation. Une chose qui m'a beaucoup frappé à cet égard, c'est la solidité du cadre national pour l'entreprise comparative. C'est vraiment parler de la France ou parler des États-Unis, par exemple, ça donne à ce cadre national, il y a des modalités d'intégration particulières aux nations qui montrent bien qu'un certain nombre d'idéaux normatifs touchant sur l'autonomie, la personne, ses droits, c'est ce qu'elle a le droit d'espérer, ses rêves possibles, etc., sont extraordinairement mêlés à des considérations culturelles, religieuses, historiques très profondes qui se traduisent dans des institutions et qui permettent qui articulent bien les différentes versions, par exemple, de la psychanalyse. Aussi, quels sont les idiomes de détresse qui ont pu historiquement se produire, n'est-ce pas, de l'hystérie freudienne jusqu'aux états limites borderline contemporains? Quelles réponses pratiques et quelles notions émergent là? Voilà quelque chose qui devient possible si on l'envisage avec les lunettes que nous a proposé de Chaussé Alain. Par exemple, en disant qu'au fond, les concepts vraiment pertinents et qui permettraient de faire une histoire épistémologique sérieuse et profonde de la psychanalyse, ça serait de considérer ces concepts comme n'étant rien d'autre que l'explicitation de règles qui sont implicitement suivies en pratique dans les interactions avec les malades. Et que ces concepts codifient et stabilisent, au fond, et permettent de transmettre des règles qui sont implicites et qui émergent dans les interactions et qui, avec les patients, entre les patients et les thérapeutes, entre les thérapeutes lorsqu'ils entrent dans des controverses, etc., en les rattachant fondamentalement à un ensemble de pratiques qui est historiquement et socialement contextualisé. Alors, on pourrait ainsi faire, et vous voyez que j'ai à l'esprit Elias, on pourrait ainsi faire une sociologie de la connaissance dans les sociétés individualistes qui ferait déjà droit à l'objet psychanalyse. Lorsque Elias, par exemple, s'empare de la notion freudienne de surmoi en disant « mais au fond, ce que Freud a découvert, c'est tout simplement une version naturalisée et psychologisée de ce que moi j'appelle la Selbstzwang, hein, l'autocontrainte. Hein, et qu'il a bien raison de le dire dans ces termes-là, parce que c'est dans ces termes-là qu'une société moderne va le nommer. Il indique en même temps que la notion de surmoi, c'est pas quelque chose qu'on va critiquer au titre, mais est-ce que c'est consistant, conceptuellement contradictoire ou pas? À quel besoin fonctionnel dans une société moderne répond l'émergence d'une catégorie de ce genre? Pourquoi elle va être reprise? Pourquoi elle permet de décrire des pathologies particulières? Par exemple, la névrose obsessionnelle, par exemple, les nouvelles figures psychiatriques de la mélancolie, par exemple, une réinterprétation des perversions, notamment du masochisme ou des choses de ce genre-là. Et au fond, la psychanalyse apparaît ainsi comme un objet légitime à l'intérieur d'une description du processus de civilisation. Mais évidemment, le prix payé, c'est que si on entre dans cette voie-là, ça pluralise les psychanalyses en fonction des contextes sociaux à l'intérieur duquel elles émergent. Je voudrais conclure en disant quelque chose d'un peu plus audacieux, d'un peu plus spéculatif, et qui concerne peut-être un petit peu plus aussi la philosophie. Se pourrait-il qu'on puisse interpréter l'émergence des sciences sociales modernes
à la fin du XIXe siècle, dans des contextes d'interrogation sur les crises des sociétés individualistes, que Durkheim ou Max Weber ou Teunis vont pouvoir comme ça considérer, et d'abord Elias aussi, parce que je considère qu'au fond Elias est vraiment un père fondateur de la sociologie moderne au même plan que Elias ou que Weber ou Durkheim. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'au fond, puisque la psychanalyse émerge à peu près dans ces eaux-là et se développe comme un mouvement international dans ces eaux-là, s'il n'y a pas quelque chose qui est une forme réflexive autonome propre aux sociétés modernes, comparable à la réflexivité spécifique de la sociologie par rapport aux sociétés modernes. On dit toujours que les sociétés modernes, elles émergent, la sociologie émerge sur le fond de cet objet singulier, qui est à la fois la Révolution française, la Révolution industrielle et le problème des nations. On y ajouterait certainement aussi la réflexion sur l'administration coloniale qui oblige à rencontrer l'autre, depuis le XVIIIe siècle, comme quelqu'un qui est équipé d'une forme de société, de religion avec laquelle il va falloir faire avec comme un fait. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement critiquer. Eh bien, peut-être que la psychanalyse émerge comme satisfaisant un besoin de réflexivité singulier des sociétés modernes, dont l'entrée n'est pas tellement la détermination du social, des personnes par le social, mais celle du social par les personnes. Et du coup, l'hypothèse serait que le genre de psychanalyse que permet d'entrevoir le comparatisme d'Alain n'est pas simplement un objet dans le champ. Peut-être qu'il y a la possibilité d'en tirer une forme réflexive spécifique, propre à la modernité, parallèle et non réductible à ce que les sciences sociales font ou à cette transformation majeure de la philosophie au XXe siècle, avec Heidegger ou Wittgenstein ou le pragmatisme américain, c'est-à-dire cette orientation concrète sur l'idée que c'est le sens, c'est l'usage qui détermine les contenus conceptuels, c'est les savoir-faire qui déterminent les savoir-que, et qui est probablement la partie la plus féconde de la philosophie contemporaine. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer comme projet dans le sillage de certaines choses qu'a proposé Alain, mais qui, je pense, joue un rôle vraiment déterminant dans la construction de son travail, ce serait de tester une hypothèse du genre « et si ce qu'on appelle le mouvement analytique pouvait se comprendre intégralement, pas partiellement, vraiment intégralement, il faut prendre la thèse forte, comme le développement d'une forme de réflexivité rendue nécessaire par les transformations et les métamorphoses de l'individualisme au XXe siècle et au XXIe siècle, en l'interprétant à l'intérieur de ce processus éliassien de civilisation dans lequel les transformations des exigences d'autocontrainte, les transformations des formes de l'autocontrainte et donc des échecs possibles à l'autocontrainte déterminent non seulement les transformations du contenu substantiel de ce qu'on appelle les maladies mentales, mais aussi des prises en charge institutionnelles et des concepts scientifiques, biologiques, psychologiques, rendus nécessaires à l'articulation de cette problématique dans les controverses contemporaines. Et donc il faudrait voir jusqu'à quel point la psychanalyse n'est pas simplement un contenu ou un objet idéologique parmi d'autres, mais l'opportunité réflexive tout au long du XXe siècle et du XXIe siècle d'un raffinement toujours plus grand d'une compréhension sociologique et réflexive de ce que c'est que la connaissance que les sociétés modernes essaient d'avoir, des crises qui les touchent et des drames qui touchent les personnes qui produisent la société, qui produisent les personnes, qui produisent la société dans ce cercle. Et bien sûr, le contexte général de la chose, c'est pour ça que je parle du processus de civilisation, c'est cette tendance lourde à avancer vers des mécanismes d'émancipation, enfin pas des mécanismes, des dynamiques d'émancipation et d'autonomisation des personnes, et où en plus, ce n'est pas des catégories simplement que vous voyez que la psychanalyse incarne, ce sont des concepts.
C'est-à-dire qu'il y a une autonomie réflexive et argumentative propre à les psychanalystes qui pourrait, d'une certaine façon, se ranger à côté du savoir sociologique. En tout cas, cette conjecture et ce programme que je poursuis n'auraient certainement pas pu se formuler sans les avancées du travail d'Alain. Merci. Merci beaucoup Pierre-Henri. Eh bien, comme à chaque fois, y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, alors beaucoup d'intérêt, de questionnements foisonnants, etc. Alors, si j'essaye un petit peu de focaliser, comme vous le faites, sur la psychanalyse, en posant le regard sur la psychanalyse actuellement en France, avec un paysage quand même décomposé, multiple, plurivoque, etc., où on retrouve une extrême diversification dans les pratiques. Il y a une question de fond qui, à mon sens, se pose en fonction de l'histoire et de la création de la psychanalyse, c'est-à-dire en fonction des travaux de Freud, c'est à quel point la très large frange actuelle des démarches, des théorisations, des pratiques psychanalytiques en France ont complètement évacué la question du sexuel au sens où, pour Freud évidemment, sexualité et inconscience sont rigoureusement aux origines même de la démarche psychanalytique. Et l'usage, les constats des pratiques dites psychanalytiques actuelles, par exemple, je citerai les CRIAFS, qui sont l'instance fédérative nationale d'organisation des pratiques théoriques, etc., concernant les violences sexuelles. Les CRIAFS ont, dans leur approche des délinquants sexuels, rigoureusement omis de situer la psychanalyse. Donc actuellement, l'instance principale en France de politique de contrôle théorique des agresseurs sexuels a délibérément exclu la psychanalyse, et quoique de nombreux praticiens semblent encore s'y reconnaître. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis sur la question de la sexualité qui est, comme vous le savez, cruciale, y compris pour Alain Ehrenberg, au sens où actuellement il y a les violences sexuelles, il y a des multiples recompositions de la sexualité, et avec la notion donc d'une régulation sociale de la sexualité sous ses multiples aspects, donc violents, etc. Voilà. Merci. Je vais essayer de répondre dans la continuité de mon exposé. Ce que l'approche enfin, c'est peut-être une perception qui est plus personnelle parce que je ne sais pas si elle est partagée, celle-là. Mais ce qui est très important dans la manière dont Alain a décrit les différentes psychanalyses, et on pourrait au fond certainement l'appliquer à la pluralité des psychanalyses en France. C'est que il y a un côté, je dirais, que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que si vous voulez politiser quelque chose, il faut d'abord avoir une compréhension sociologique précise de ce qui est politisable et de ce qui peut être politisé efficacement. Je dis ça parce qu'il y a un anti-sociologisme philosophique extrêmement fort qui souvent se revendique d'ailleurs d'une postérité foucaldienne où la sociologie est interprétée comme vous voyez, une sorte de mécanisme du pouvoir, de machine à produire du pouvoir comme les autres. Ce que la sociologie, une sociologie de la psychanalyse doit permettre de faire, c'est de comprendre ce qui est politisable ou pas. Et en quel sens il y a un échec ou dans ce débat. Les questions sexuelles sont évidentes à cet égard. Le problème, je ne suis pas sûr du tout qu'il n'y a pas du tout d'intérêt pour la sexualité. Il suffit de voir dans quel état... c'est le cas de le dire, mais les gens sont, quand il s'agit de permettre à des adolescents mineurs de changer de genre ou de changer de sexe, et donc de prendre des hormones, de se faire éventuellement opérer, etc. Ça met en ébullition tout un milieu avec des conflits d'une violence absolument inouïe.
Probablement, ce qui manque, c'est une compréhension fine de ce que c'est que le rapport du sexe au genre et de la manière dont c'est sociologiquement articulé à l'intérieur des sociétés démocratiques, plutôt que des revendications quasiment métaphysiques ou naturalisantes sur ce que c'est. Voyez. Donc la psychanalyse, ce que je voudrais juste pointer, c'est que pour qu'on puisse évaluer ce qui est possible de faire, il faut avoir une compréhension sociologique en amont du fonctionnement de ces catégories dans la société, et les psychanalystes en sont manifestement complètement dépourvus, ce qui fait justement d'ailleurs leur impuissance ou l'insignifiance d'un certain nombre de leurs réponses ou de leurs réactions devant les débats contemporains en matière de sexualité. Voilà. Pierre-Henri, je vais te poser une question qui est peut-être iconoclaste. Je ne suis pas sûr d'avoir perçu la profondeur de l'audace de la proposition que tu réalisais à la fin de ton exposé. Je vais me faire l'avocat du diable ici. Dire que la psychanalyse est une production liée à un certain besoin ou à certaines caractéristiques des sociétés modernes, ça me semble pouvoir, si on est peut-être de mauvaise foi, mais ça me semble pouvoir tomber sous le coup de reproches que j'entends parfois comme étant adressés aux travaux d'Alain ou à d'autres, qui est de dire mais finalement tout ça, ce n'est qu'une sorte de fonctionnalisme un petit peu plus développé. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit que certaines productions sociales, la psychanalyse, les sciences sociales elles-mêmes, répondaient à certains besoins de réflexivité, etc., des sociétés? Où est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Et donc, si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu reviennes un tout petit peu sur ce caractère audacieux, qui est peut-être lié à quelque chose que je n'ai pas cerné quand tu disais, mais il faut prendre ça au sens fort cette fois-ci. L'idée que la psychanalyse est cette production liée à certaines caractéristiques ou à certains besoins des sociétés modernes. Oui, alors c'est une question de contexte. C'est-à-dire que si je dis ça devant des gens qui font la philosophie de la psychanalyse, la moitié de la salle trouve ça aberrant, complètement fou, enfin vraiment, c'est totalement farfelu, absolument pas philosophique. Bon. Ici, ça vous paraît complètement trivial, absolument banal. Voilà, c'est bien sûr de quoi il parle. Donc il y a une question d'audience. Bon. Ce que je veux dire là, c'est que ça crée un déplacement du regard dans la mesure où, par rapport à la considération habituelle de l'évaluation de ce que c'est que la psychanalyse, et d'ailleurs pas seulement de la psychanalyse, aussi bien des TCC que de la psychiatrie cognitive ou de n'importe quoi, qui est envisagée par les philosophes des sciences sur un mode tout à fait hors sol, parce que pour eux, dès qu'on va introduire des éléments d'histoire, on va fondamentalement introduire du relativisme, on va attaquer la rationalité intrinsèque et la possibilité d'évaluer si c'est vrai, si c'est faux, si c'est rationnel, si c'est pas rationnel, à quel degré et tout. Je pense que le holisme, le genre de holisme profondément durkheimien d'Alain, l'idée qu'il pense les catégories jusqu'au bord où ça devient véritablement des concepts, au sens où ça entre dans des argumentations scientifiques et que c'est respecté en tant qu'argumentation scientifique. Il n'est pas en train de dire que ce que disent les neuroscientifiques, c'est faux. Il est en train de penser pourquoi ce qu'ils disent qui est vrai a justement cette force sociale, peut être approprié par les individus, peut donner lieu à des politisations, à des problèmes d'augmenter nos capacités, notre émancipation, ou pas, ou de la diminuer, de la rétrécir. Donc penser la psychanalyse de cette façon-là, c'est une manière de déplacer entièrement les choses. Et là, ce qui apparaît, c'est qu'au-delà de ce renouvellement du regard qu'on porte sur la psychanalyse, il me semble que le pas que ne franchit pas Alain, mais que moi qui m'intéresse au fond, c'est de dire, mais peut-être qu'en réalité, c'est parce que la psychanalyse est, comme la sociologie, une forme de réflexivité autonome, et que son corps conceptuel propre naît d'une réflexivité particulière sur des drames spécifiques de l'action humaine, et en particulier sur les drames que rencontrent des individus qui rencontrent des empêchements internes à l'action, telle qu'elle est attendue normativement dans leurs interactions sociales. À l'action, et donc ça a des effets sur leurs sentiments, leurs passions, etc. Que par là, on peut éclairer l'émergence de certaines formes pathologiques, modalités de traitement. Je pensais à l'hystérie, je pensais à la névrose obsessionnelle, je pensais aux choses sur lesquelles j'ai un peu, au transsexualisme, au genre par exemple, ou bien, comme ce qui
m'intéresse en ce moment, des états limites, cycles dont énormément parlé Alain, et que c'est pas juste des objets, c'est en réalité des formes réflexives indispensables ce sont des formes que du coup, le savoir psychanalytique n'est pas simplement une formation idéologique qui traite de ces choses-là. Il a une capacité réflexive à expliquer quelque chose qui est du niveau et de l'ordre de ce que les sciences sociales peuvent expliquer, ou une certaine réflexion philosophique. C'est une manière voilà. Et que ça, c'est une toute autre manière d'envisager les psychanalyses dans l'idée que les sociétés modernes, pour des raisons d'intégration et de différenciation croissante, etc., d'augmentation des chaînes d'allongement des chaînes d'interdépendance, de raffinement dans l'autocontrainte, deviennent des sociétés de plus en plus réflexives. Ça précise et ça enrichit le fait que cette réflexivité a, notamment, en plus de la forme sociologique bien connue, une forme psychanalytique.